swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur. La qualité du son dépend de la connexion. Je suis à la campagne, près de la mer. Notre cher Polydomso à la fibre. Il est en pleine région parisienne, en plein Paris. Si vous voulez le voir, il est très proche des Champs-Élysées. Sinon, sur les Champs-Élysées, parce que l'argent de YouTube rapporte gros. Ouais. Bonjour, mon cher Polydomso. Bonjour à tous. Alors, on va parler de l'UFC 240 qui se déroulait à Edmonton hier. Donc, une des plus grosses cartes de l'année, sinon la plus grosse carte de l'année. Et on va commencer avec le co-main event, mon cher Polydomso, avec Chris Cyborg, Felicia Spencer, qui était quand même intéressant parce que, bon, certes, ça intéresse peu de personnes, mais en cas de victoire, Felicia Spencer aurait véritablement lancé la catégorie featherweight, 2 ans après son existence, c'est ça, après sa création? Ouais, et aussi parce que c'était le dernier combat sur le contrat de Chris Cyborg, donc c'est toujours un moment charnière pour le combattant, parce que de son dernier combat de contrat dépend sa force de négociation avec l'UFC. Et donc, quand on est très pote avec Dana White. Ouais, c'est ça, quand on est dans les petits papiers. Et en fait, permet d'envisager ou non un départ ou on va dire un renouveau dans le roster de l'UFC. Là, Cyborg, en plus, venait d'une défaite cinglante. Donc, c'est toujours un peu critique comme moment, ça aussi, de voir comment un champion qui a été invaincu pendant une longue période peut se remettre sur ses pieds après une défaite éclatante. Et donc, du coup, il y avait des curiosités, d'autant que Felicia Spencer, mine de rien, ancienne championne de l'Invicta, invaincue, qui avait, je me semble, battu Megan Anderson, mais bien comme il fallait. Megan Anderson qui était vendue un peu comme le renouveau de la catégorie. Donc, il y avait des petits points qui rendaient le combat. Le combat sur le papier était déséquilibré, mais là, on pouvait se dire, c'est peut-être intéressant, il y a peut-être un truc qui va jouer. Et effectivement, moi, je trouve qu'il y avait des... Bon, c'est une belle domination de Cyborg, on va pas se mentir, mais j'ai trouvé que Felicia Spencer, elle apportait des choses intelligentes, et surtout contre un adversaire comme Cyborg, qui est vraiment compliqué à gérer, parce qu'elle a une puissance de frappe et une confiance en elle qui sont difficiles. Enfin, c'est rare de voir ça dans les catégories féminines, hein, tu vois. Avec tout le respect, encore une fois, il y a peu de nanas qui cognent dur en MMA féminin. Vous pouvez compter sur les doigts de la main de Django Reinhardt, hein, quoi. C'est-à-dire, en gros, il y a un 3-4 max, quoi, c'est tout. Et en fait, Felicia Spencer a su gérer ça d'une certaine manière en ralentissant le rythme, en multipliant les phases de clinch. Elle avait suffisamment de force pour plaquer Chris Cyborg. Et même, j'ai trouvé que debout, c'est clairement pas son domaine de prédilection, on va dire, à Felicia Spencer, mais il y avait quand même 2-3 petits trucs que j'aime bien. Et oui, quand elle a commencé à être débordée, notamment par Cyborg au premier round, j'ai trouvé que son coup de coude en interception sur Cyborg, c'était vraiment la bonne stratégie à faire. Quand on a un adversaire qui commence à faire le moulin avant sur vous, il suffit juste, façon de parler, quoi, mais une des solutions, ça peut être d'intercepter sa course avec un coude, et là vous allez cutter, hein. Si vous arrivez à toucher le front ou une partie du visage dans le mouvement en interception, vous allez faire du dégât, ça c'est sûr. Et c'est ce qui s'est passé, puisque dès la première ou deuxième... Fin du premier round, Cyborg, elle avait une grosse entaille sur le front, et mine de rien, c'est un truc que psychologiquement, c'est difficile de gérer avec une coupure, et en plus de ça, ça te gêne pendant tout le combat, parce que évidemment, le sang coule, gêne la vision et tout, et tu as toujours le risque, la crainte de se dire peut-être le docteur va arrêter le combat. Donc c'était un bon point, c'était un bon truc. Au-delà de ça... moi ce qui m'a quand même... c'est vraiment surtout sa capacité d'encaissement, hein, je pense, qu'on peut retenir, parce que franchement, moi ça m'a bluffé, hein. Il y a eu 2 fois dans le combat où elle était... quand elle se prend le ground and pound, je crois que c'est au 2e round, et plus quand elle se prend l'espèce de coude et qu'ensuite elle se fait enchaîner justement contre la cage, à chaque fois, elle a réussi à justement laisser passer l'orage. Ground and pound, la Cyborg qui finit par dire ok, relève-toi parce que moi j'en peux plus. Et puis contre la cage aussi, je crois que c'est ça, et elle retourne la situation en clinch. Enfin, vraiment impressionnant de ce côté-là. En fait, c'est marrant, il lui manquait peu de choses, mine de rien, parce que si elle avait pu ajouter, c'est-à-dire
comme tu dis, elle arrivait très bien à les faire passer l'orage et à faire passer les moments d'agression de Cyborg. Et en fait, Cyborg prenait des pauses après. C'est-à-dire, elle faisait ses enchaînements. Et comme elle n'arrivait pas à terminer Spencer, après, il se passait 1 minute 30 dans le round, voire 2 minutes même, où elle prenait sa respiration, prenait sa distance, essayait de récupérer. Et là, à ce moment-là, si Felicia Spencer, elle avait eu un jeu en striking un peu plus développé et un peu plus construit, il y aurait vraiment eu moyen que ce soit intéressant. Qu'elle puisse tirer son épingle du jeu, parce qu'il y a plusieurs moments où tu sentais que Cyborg prenait des grandes respirations, elle était vulnérable à ce moment-là, et ça aurait été intéressant. Bon, cela dit, Felicia Spencer est jeune, c'est pas mal quoi d'avoir quelqu'un comme ça dans le roster qui peut encore progresser. Et surtout que là, pour le coup, elle a des qualités physiques qui sont importantes, on va dire, pour les sports de combat, parce que c'est vrai que réussir à bien encaisser, je pense qu'un mec comme Luke Rockhold ou Antonio Silva serait ravi d'avoir ces qualités-là, donc voilà. Mais, et l'autre truc, Chris Cyborg, par contre, moi, ce qui m'inquiète un peu, et son coach lui a dit fort justement, c'est vraiment, tu vois, je comprends pas quand tu sors d'une défaite comme ça, terrible, face à Nunez, où finalement, t'as quasiment perdu toi le combat un peu en te laissant emporter par tes émotions et le brawl, bah là les 2 premiers rounds elle a fait que ça. Alors que le troisième, où justement pour moi c'est le plus incomplet, où vraiment pour une fois tu vois tu la voyais poser, elle variait vraiment les zones et elle tenait quand même à distance pour éviter à chaque fois de se faire entre guillemets emprisonner dans le clinch, bah c'est là qu'elle a vraiment dominé. Enfin, c'était une masterclass, on peut dire quasiment debout, et où l'autre avait pas de solution. Et à chaque fois, les 2 premiers rounds, elle refaisait du Nunez. Il n'y avait pas le même danger, mais tu te dis, c'est un peu inquiétant quand même, et qu'il y ait besoin que son coach lui dise, calme-toi. Enfin, pas le même danger, mais elle s'est fait intercepter par le coup. Donc, il y avait toujours un danger. C'est vrai, je pense qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas déterminer ce qui est à mettre sur le côté de Cyborg qui veut impressionner après sa défaite. Par KO, montrer que c'est quand même elle qui met KO. Et donc, quand elle sent qu'elle a une ouverture et qu'elle peut terminer, bah, elle va essayer de terminer de manière flamboyante. Et c'est vrai que je te rejoins totalement quand elle prend son temps, qu'elle construit un peu ses attaques, elle est terrifiante. Hein, elle fait peur parce qu'elle sait frapper mais de toutes ses armes. Quoi. Elle a un très bon jab, elle a un très bon bras arrière. Comme tu dis, elle varie très bien les niveaux, les zones de frappe quand elle veut construire. Et c'est vrai que, comme tu l'as évoqué, le troisième round, c'est vraiment le round le plus marquant pour elle, où elle enchaîne, elle creuse l'écart au niveau des significant strikes. Et elle manque d'ailleurs de terminer, je pense, Spencer. Il aurait fallu quelques minutes. Et on en revient à ce que disait finalement Sugar Ray Robinson. Quand tu cherches absolument le chaos, tu le trouves pas. Quand tu boxes et que tu fais ton jeu, bah, le chaos il vient en fait. Non, c'est vrai. Mais moi, je pense peut-être il y avait le stress de se dire c'est le dernier combat de mon contrat, je reviens d'une défaite contre Nunes, il faut que je termine. En plus, Felicia Spencer, c'est personne. Donc, il faut que. Non, mais c'est vrai, clairement. Dans sa mentalité, je pense que ça devait jouer. Voilà. Et on place au main event, mon cher Polydomso. Mais avant le main event, petit point sur un petit coup de gueule. Petit coup de gueule de la semaine, ça c'est quelque chose Je ne comprends pas, mon cher Polydomso, pourquoi les gens, une fois qu'ils commencent à être sous les spotlights, commencent à perdre, on va dire, un peu la raison. Donc notre cher Volkanovski, qui était remplaçant par l'UFC, qui avait fait 37 heures de voyage pour justement faire le poids au cas où Max Holloway ou Frankie Edgar ne pouvaient tenir leur place. Finalement, il a fait le poids, tout ça, il était dans les starting blocks. Il a été témoin de la victoire de Max Holloway par décision unanime. Et donc, c'est lui le prochain pour title shot. Et donc, voilà, pour se faire un peu remarquer, pour commencer à piquer le gars, il commence à dire je ne sais pas qui de Max Holloway ou Frankie Edgar a gagné. Pour moi, c'était kiff-kiff. Quel est l'intérêt de faire ça? Quel est l'intérêt, mon cher Polydome? L'intérêt, c'est qu'on en parle déjà. Et bon, après, c'est. Est-ce que c'est dupe, tu vois? Ouais, personne n'est dupe. Et je pense que d'ailleurs, Volkanovski n'est pas dupe non plus. C'est un peu de la provocation. Et pourquoi pas entamer une guerre psychologique avec Holloway. Je sais pas, moi non plus, je comprends pas parce que le combat, il est garanti. À la limite, cette stratégie, elle pourrait fonctionner s'il y avait un autre challenger et s'il n'était pas garanti de sa position de title shot. Néanmoins, comme tu l'as fait remarquer, là, c'est sûr que c'est lui qui a le prochain title shot, sauf s'il se blesse, sauf s'il y a un problème qui arrive, qui interrompt
la course des événements, mais je comprends pas trop, à moins de, oui, je te dis, de provoquer tu sais, le fameux Georges Saint-Pierre à Matthews, I'm not impressed by your performance, et c'est un peu ça, tu vois, genre, je pense. Bon. Mal dosé, on est d'accord, mais, Oui. mais c'est ça, ouais. Voilà. En tout cas, Max Holloway, qui est revenu aux affaires courantes, donc en featherweight, il s'est imposé, j'ai trouvé, assez tranquillement contre Frankie Edgar, qui a vraiment stoppé, c'est quoi, quasiment tous les takedowns. Il finit à 1 sur 12, je crois, Frankie Edgar. Ouais, ça, Et là, le seul moment où il arrive à le mettre au sol, bah, il n'a pas réussi à faire de dommages. Donc voilà. Triste pour Frankie Edgar, parce que c'était sa dernière occasion, vraisemblablement, à 37 piges. Et puis Holloway qui montre qu'il véritablement est le meilleur featherweight, hein, clairement, du moment et pourquoi pas de tous les temps. Et puis en tout cas, là, bah, on a vu, hein, il y avait tout simplement pas de réponse possible pour Frankie Edgar, avec un Max Holloway qui avait beaucoup regardé le combat Brian Ortega contre Frankie Edgar. Voilà. Ouais, c'est clair. Triste pour Frankie Edgar, parce que je pense que Frankie Edgar a fait une très bonne performance, mais que ça suffisait pas en fait. Ouais. Il n'y a pas eu de faille de Frankie Edgar. Alors on peut pinailler, on peut dire qu'il aurait dû faire plus de low kick, qu'il aurait dû essayer de faire moins de takedown parce qu'il s'est un peu fatigué. Enfin, il s'est pas vraiment fatigué parce qu'il a continué le combat, mais il a perdu des opportunités comme ça. Moi, je pense qu'on a eu un très bon Edgar dans ce combat, qu'il a fait du Edgar. On a vraiment trouvé tout ce qu'il fait d'habitude. Hein. Tu vois, les parades où ensuite il enchaîne sur des enchaînements, les débuts de combinaison où il commence au corps pour ensuite monter au visage, les tentatives de takedown, la spéciale Frankie Edgar où il tente le single leg avec une main et qui pousse l'adversaire en haut du corps en avançant, et ça normalement ça met au sol, mais ça n'a pas marché contre Holloway. Enfin, Edgar là il a vraiment donné tout son répertoire là. Il y a pas eu il y a pas un moment où on a pu se dire c'est marrant, Edgar il a pas fait ce qu'il fait d'habitude. Là il a fait du Edgar bien vintage, bien comme il fallait. Le truc c'est que il y a déjà une différence physique qui est énorme. Ouais, impressionnant. C'est assez impressionnant de le voir. Moi, je me rendais pas compte. C'est d'autant plus impressionnant qu'Edgar a été lightweight. Ouais. Assez et champion lightweight. Et champion lightweight. Et c'est là où on se dit. Et puis, il n'y a pas si longtemps. Enfin, c'est pas toute proportion gardée. Mais c'est là où on se dit il y a vraiment une différence entre les générations de combattants. Hein. Là, c'est vraiment visible. Et donc, ouais, ça n'a pas suffi. Donc, il y avait un problème physique. Et puis, au niveau du déplacement et de l'intelligence et de la gestion. Franchement, Holloway, il est impressionnant. Mais ces défenses de takedown, moi j'étais. Enfin, de se dire à chaque fois, tu vois, tu fais une cage qui était genre 2 mètres un petit peu plus grande, bah à chaque fois il tombait, tu vois. Mais tu avais vraiment cette capacité à se dire, à se reposer contre la cage vraiment au bon moment et toujours avoir cette quasi-omniscience de se dire, bah ça y est, il faut que j'aille ici. Il savait à chaque fois pile où il était. Ouais, au niveau du positionnement, c'est comme tu l'as dit, quand il était près de la cage, il rebondissait contre la cage. Et quand il était au milieu de l'octogone, il combattait les mains d'Edgar et il pivotait un peu à la Aldo. Bon, pas aussi bien, mais en tout cas, ça suffisait largement pour bloquer les takedowns d'Edgar. Et même debout, moi, j'ai trouvé que, étonnamment, il a moins fait du Holloway contre Edgar, parce que je pense qu'Edgar avait un volume plus important qu'Holloway sur le combat. Mais Holloway, là, pour le coup, il a été beaucoup plus précis sur ses coups. Et là, encore une fois, c'est une question de physique, mais quand on frappe quelqu'un à mi-parcours et qu'on peut poursuivre le coup en fait sur toute son allonge, on fait beaucoup plus mal que quand on frappe à bout de course en fait. Et Edgar, il a touché plusieurs fois Holloway, mais le truc c'est qu'il rebondissait en fait sur et Holloway, comme il avait le buste en avant, il prenait le coup, il allait dans la même direction du coup, donc il amortissait les chocs de manière super intelligente, ce qui fait qu'il n'a jamais été vraiment. Il n'y a jamais eu le moment où on a vu la tête d'Holloway vraiment partir en arrière comme ça. Tandis qu'Edgar, même sur des jabs, il y a plusieurs fois où il est vraiment super dur parce qu'il a pris quand même des coups assez secs et assez puissants. Et il n'a jamais lâché l'affaire. Donc, comme je disais, c'est un super combat d'Edgar. C'est juste pas suffisant, en fait. C'est ça qui est terrifiant, quelque part. Donc, et qui est très impressionnant de la part d'Holloway. Le best is blessed, et oui, donc Max Holloway qui revient très très bien dans la catégorie featherweight, 14e victoire consécutive au sein de la catégorie, record évidemment. Prochain combat contre Volkanovski, vraisemblablement, donc ce sera au Merville Stadium à Sydney, ou Melbourne je crois, où il y aura aussi le combat, donc ce serait comme un event de Adesanya Robert Whittaker. Bon, si ça se fait, ce serait vraiment magnifique, mais en tout cas, et énorme respect pour le coup à Max Holloway, qui aura combattu à chaque fois 2 mois contre des tueurs, parce que Volkanovski,
Ouais, pareil, très dangereux, très Faut, dangereux. Et faut en que- plus, à la maison, quoi. S'il va combattre Volkanovski chez lui, Ah oui, c'est lui le champion, c'est double respect, quoi, pour lui. Double respect. complètement. Donc voilà, non, Holloway qui fait le taf. Bon, maintenant, c'est vrai que je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'aimerais bien le voir durablement monter en lightweight. Enfin, tu sais, prendre le temps parce que là, bah, enfin, après Volkanovski, et même Volkanovski, tu vois, bah, par exemple, contre Volkanovski, il sera obligé, selon moi, tu vois, d'être co-main. Même là, contre Edgar, tu vois, c'était une toute petite carte. Faut vraiment que la catégorie se refasse, on va dire, des vrais contenders. Et pour moi, le dernier, c'était Brian Ortega. Là, t'arrives vraiment en fin de Bah, parcours. Volkanovski, quand même, c'est un lourd contender, Ah quand oui, même. là, il mérite, il mérite. Il mérite largement. Après, je suis d'accord. Moi, je pense qu'Holloway, j'aimerais bien le voir vraiment. J'aimerais bien le voir solidement ancré chez les lightweight, parce que je pense que bah, il va arriver. Ça va être de plus en plus dur pour lui de rester en featherweight, même si pour le moment il arrive à gérer le truc. Je pense qu'il a un peu le même problème que. Il va avoir le même problème que Conor McGregor. Il va devoir Ouais. monter parce que physiquement, à mon avis, il prend quand même du poids. Et je pense qu'en lightweight, il a largement ses chances. Il est tombé contre un Dustin Poirier qui est vraiment en pleine bourre, mais je pense qu'il y a moyen qu'il batte beaucoup de gens en lightweight. Même si la KT lightweight, c'est la KT la plus violente et la plus compétitive Ouais. de l'UFC, mais on a quand même un super champion là. Je veux dire, Holloway, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ce qu'il a fait contre Edgar, de Ouais. réussir sur 5 rounds à le, à le distancer et vraiment à le marquer comme ça et à gagner quasiment tous les échanges finalement debout. C'est assez impressionnant. Donc, Ouais. Non, et franchement, puis surtout en ayant eu si peu de temps pour se préparer, hein. Parce que moi, c'est vraiment ça qui me choque, parce que c'était quoi le combat? Donc en mars, non, en avril, il est annoncé officiellement 5 semaines avant. Donc tu vois, 5 semaines pour monter contre Dustin Poirier, il faut se le faire. Et ensuite, là, le combat contre Frankie Edgar, je crois que c'était pareil, hein, ça a été annoncé assez tardivement. Il a eu genre un mois et demi, tu vois. Donc pour redescendre et tout en poids, et puis se dire, bah t'affrontes quand même Frankie Edgar. ouais, non, c'est Non, clair. chapeau pour ce cher Max Holloway. Mon cher Poidomso voulait parler de l'espoir un peu, qui valait un petit peu le coup Ouais, sur le combat, ouais, qui était assez intéressant. qui était l'autre combat, on va dire, intéressant de cette Ouais, carte. C'est Tsurakian ou oui, Tsurakian, je sais pas, j'ai oui. pas envie d'écorcher son nom. Tsurakian, on va dire. Oh, Allez. mon Dieu, et qui avait fait forte impression contre Islam Makhachev en Complètement. premier combat à l'UFC quand même. Excusez du peu, c'est quand même pas facile et qui avait brillé, je trouve. Donc qui avait été dépassé évidemment parce que Islam Makhachev c'est quand même Oui. un calibre Ouais. très très élevé et il y a peu de gens qui veulent le combattre, hein. C'est un peu une bête noire, hein, dans la catégorie des lightweight. Et là, il était contre encore une fois en deuxième combat. Olivier Aubin-Mercier, c'est pas facile non plus, hein. C'est-à-dire, bon, Exactement. même si bon, il est un peu en perte de vitesse Ouais. enfin, sur ses derniers combats, quoi. Le Mais Canadian Gangster. c'est un adversaire qui est compliqué, qui est très bon grappleur, qui est assez physique, qui est dur et qui est en deuxième combat. Encore une fois, c'est pas facile. Et là, bon, bah, Tsurakian, il a fait le taf. Mhm. Et c'est assez intéressant parce que moi, bon, il a que 22 ans, donc il a une marge de progression qui est juste aberrante s'il continue sur sa lancée. Mhm. Après, je trouve que ce combat était intéressant parce que ça montrait les qualités de Tsurakian, mais ça montrait aussi certaines de ses limites. Et c'est très étonnant, en fait, Tsurakian, il a des moments où il est super intelligent, je trouve, dans sa façon de. Tu vois, il a une intelligence instinctive, quoi. Il va commencer, il va faire un bras arrière. Olivier Mercier va parer et juste après, il va feinter le bras arrière et aller en uppercut. Il va toucher Aubin Mercier. Et tu dis ça, putain, ça c'est un truc de striking. Enfin, trouver ça sur le moment, dans le feu de l'action aussi rapidement, bah c'est propre, quoi. Et il a vraiment des enchaînements comme ça, des combinaisons et des intelligences dans le striking et même dans la lutte, j'en parle même pas. Ouais. Et à côté de ça, il y a des moments où il va spammer les takedowns de la même manière 3 ou 4 fois d'affilée et il va se faire timer par un genou en contre. Et il aurait pu perdre le combat, hein, là-dessus, hein. Ouais. Si Aubin Mercier, c'est au deuxième round, Aubin Mercier, Ouais. il arrive à timer un contre en genou, il aurait pu le mettre KO. Donc c'est assez étonnant. Je pense que c'est encore un diamant brut, en fait, Mhm. Tsurakian. Il y a des moments où il y a vraiment du potentiel, c'est clair, on le voit, et on peut pas le nier. Mais il y a des moments où il y a encore moyen de polir. Et moi, ce que j'aimerais bien, en fait, je pense, c'est que maintenant, il va monter très rapidement parce que tu peux pas le Ouais. mettre, tu peux pas le faire attendre trop longtemps dans Oui, cette non, catégorie. Et ce qui serait pas mal, je sais pas avec qui il s'entraîne, mais ce serait qu'il aille quand même dans une team, vraiment Mm. une meilleure team
je pense que sa team est très bonne. S'ils ont réussi à produire un mec comme Tsoukakian, c'est qu'ils sont très efficaces. Mais là, il faut qu'il passe vraiment le cran au-dessus parce que s'il maintient ces défauts-là, il y aura toujours quelqu'un qui arrivera à saisir ces opportunités contre lui. Surtout dans cette catégorie-là. Hein. Et surtout dans cette catégorie-là, tu peux pas. Parce que ça m'a fait un peu penser à ce qu'avait fait, j'ai oublié, Benet Dariush contre Barbosa. Ouais. Exactement. Benet Dariush, il gagnait le combat et puis il suffit juste d'un moment comme ça où tu es trop prévisible sur un ou deux enchaînements et surtout dans cette catégorie, comme tu as dit, c'est largement suffisant. Donc là, pour le coup, ce que je souhaiterais, ce serait que Tsoukakian, je sais pas, parte soit chez Eke, soit chez American Top Team. Enfin, il y a moyen, il y a plein de teams qui pourraient vraiment faire passer le niveau au-dessus. Quoi. The next level, ouais, exactement. En tout cas, c'était le petit espoir, le petit espoir de la catégorie qui était pas même de l'UFC, qui combattait donc, le week-end dernier. Maintenant, place à la boxe, mon cher Poidomso, puisque on a été trahi lâchement par un Britannique qui s'appelle Dillian Whyte, que nous avons couvert de louanges la semaine dernière et qui a pompé. Ce cher monsieur a pompé. Donc la petite histoire, c'est qu'en fait, il combattait donc le 20 juillet contre Rivas, qu'il a battu par décision unanime. Et en fait, le 17, les résultats sont revenus positifs de son contrôle antidopage. Et donc, ce qui veut dire que l'agence antidopage savait, son promoteur Matchroom Boxing savait, et l'organisation en fait qui chapeaute tous les combats professionnels en fait de boxe anglaise au Royaume-Uni savait également, et ils ont quand même autorisé le combat, et les seuls qui ne savaient pas, c'était le camp Rivas et la WBC. Donc voilà, et aujourd'hui, donc là, il risque 8 ans de suspension. On attend juste les fameux résultats des échantillons B, mais bon, on va dire, il y a très 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 peu de chances que le A soit positif et que le B soit hyper clean. Voilà, merci Dillian Whyte pour tout. Ouais, on est quand même de sacrés juges de caractère. On arrive à très bien percevoir la moralité, l'intégrité de chacun des combattants qu'on couvre. Non, mais c'est ce qui est surtout en fait, ce qui est surtout ultra glauque dans cette histoire, c'est ce que tu disais, c'est le fait que tout le monde était au courant, quoi. Ouais. Tout le monde était au courant, sauf l'adversaire évidemment, qui est un peu le dindon de la farce dans ce genre d'embuscade. Et surtout, à l'aune de l'actualité récente avec les gens qui sont morts dans les rings, ce genre de comportement, ça sonne comme ultra choquant. Hein. Ça c'est clair. Surtout en poids lourd, où là, franchement, déjà au naturel, les mecs cognent fort. Si en plus tu les boostes, c'est quand même très dur. Non, c'est grave, c'est très très grave. Après, encore une fois, là, les 8 ans de suspension, moi, j'y crois pas une seule seconde. Je pense qu'il y aura une carabistouille. Mais quand on voit ce qui s'était passé pour Tyson Fury, par exemple, qu'est-ce qui s'était passé finalement? Ils avaient réussi à mettre ça rétroactivement. En gros, c'était dans la période où ils faisaient tous ces trucs pour arrêter d'être addict et tout ça. C'était là sa suspension. Et ou même Luis Ortiz. Tout pareil, qui avait été lui 3 fois ou 4 fois d'affilée, et puis. Et à chaque fois, finalement, ils arrivaient par une petite pirouette à dire non, mais finalement, il perdra cette ceinture ou il combattra. C'est assez déprimant. En fait, faut pas rentrer, quand on est un fan de boxe, faut pas trop rentrer dans ces histoires-là parce qu'on perd assez vite foi en l'humanité très rapidement parce que c'est des histoires d'intérêt, d'argent, et quelque part, l'intégrité physique des sportifs, les gens s'en tapent un peu parce que c'est vrai que ça aurait pu être gravissime si Oscar Rivas avait été blessé ou même tué lors du combat. Ouais. Ça aurait été un scandale, mais énorme. Là, le truc, c'est que, moi, comme je te dis, ils vont attendre que les choses se tassent tranquillement, qu'il y ait qu'on parle d'autre chose, et puis Dillian Whyte, il reviendra tranquillement. Mais je trouve ça vraiment scandaleux dans le sens où, on essaye quand même. C'est ça qui est terrible avec la boxe, c'est que t'essaies, à la différence, tu vois, d'un truc comme, tu vois, le Bellator, genre hors UFC, où clairement tout le monde s'en fout et puis tu sais on sait que les mecs sont chargés mais c'est pas grave. Avec la boxe ils essayent de rendre ça quand même, on est un sport intègre, ceci, cela, mais là quand tu regardes par exemple la boxe heavyweight, tu prends le top 10, top 15, ils sont quasiment tous tombés à un moment ou à un autre. Clairement parce que t'as Povetkin, Jarrell Miller, Dillian Whyte maintenant, Luis Ortiz, Tyson Fury. Bref, tu prends le top 10, ils ont quasiment tous popé une fois. Mais pourtant, tu vois, t'as des gars qui vont se permettre de faire du trash talking là-dessus. Par exemple, Dillian Whyte qui disait, lui, dans son trash talking, que Joshua, il est complètement chargé, machin.
Et les gens, tu vois, et les gens oublient tranquillou, tu vois. Non, mais ouais, c'est étonnant l'appréciation du public Ouais. à ce niveau-là. Il y a vraiment des écoles différentes parce que par exemple en MMA, notamment à l'UFC, bah, le public pardonne beaucoup moins quand quelqu'un Complètement. a des scandales, on va dire, Mhm. de dopage. Tandis qu'en boxe, oui, les gens sont soit amnésiques, soit ils s'en foutent complètement parce que c'est tellement gangréné et c'est tellement présent dans le monde de la boxe que finalement ça n'a pas trop d'importance. Moi je pense qu'en fait, effectivement, la boxe est vraiment partagée entre sa volonté d'être un sport intègre, et ça c'est, je dirais, plus le côté olympique, amateur, Ouais. le côté, voilà, on va dire Bah, le noble art, hein, le le noble art. noble art, exactement, cette culture-là, et l'autre, on va dire l'autre influence, qui est l'influence des bookmakers, de l'argent, des paris et tout ça, mais de toute façon, qui est là dès l'origine, en fait. Dès les tout Mhm. premiers combats de boxe, c'était déjà des questions de paris, avec des espèces de carabistouilles comme ça, où les mecs mettaient des boulons dans les gants Ouais, non, pour frapper plus complètement. fort. Donc Oui. ça fait partie de l'histoire, en fait, de la boxe. Et il y a les deux, en fait. Il y a la boxe qu'on aime, si j'ose dire, et qui est un sport magnifique. Et il y a aussi ce côté, c'est quand même un énorme business avec des intérêts qu'on ne connaît pas, des tractations en sous-main, des trucs un peu sombres. Mm. Et bon, c'est les deux, quoi. On peut pas, en fait, on peut pas dégager l'un, quoi, parce que Mais c'est terrible. C'est terrible parce que t'as pas ce côté. Enfin, tu sais, tout le monde est logé à la même ancienne. Ce que défend notre cher Polydomso, qui à chaque fois, bah, si tout le monde se dope, bah, soit, mais comme ça, tu sais, chaque gars a autant de chance. Mais tu vois, par exemple, moi, un pauvre mec comme. Enfin, pauvre mec. Tony Oka, quand il va gravir les échelons, bah, il va se retrouver à se dire, bah, je vais affronter Povetkin et tout le labo russe. Alors que moi, je vais être obligé, justement, même si ça va pas être, bah, on va dire, dans la juridiction de l'agence antidopage française, de respecter tout ça parce qu'ils m'ont déjà dans le viseur. Et à la fin, tu vas voir un Tony Oka qui lui est clean face à un mec qui a tout le camion, tout le camtar qui est chargé comme jamais. Et c'est terrible. c'est ce que disait Duopas dans Oui, l'interview que vous avez exactement. donnée, c'est que de Ouais. toute façon, même à ce niveau-là, même si tu pouvais te doper, de toute façon, il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a des gens, ils sont prêts à vraiment risquer leur vie en se dopant. C'est ce que disait Duopas à propos de Jared Miller en disant, mais ouais, mais ce qu'il a pris, si tu fais ça, tu vas faire une crise cardiaque à 45 ans Oui, et tu vas complètement. claquer. Donc en plus de ça, tu as des volontés qui sont, Ouais. même au niveau des individualités, même au niveau des combattants, il y a des gens, ils sont prêts à aller à franchir certaines frontières que d'autres ne franchiront pas. Donc Après, Jared effectivement, Miller, je pense qu'il n'a pas la capacité, tu vois, de faire des choses intelligentes. Mais par exemple, quand on voit le combat Duopa contre Povetkin, ce que Duopa s'est pris, c'est ouais, terrible. Enfin, c'est terrible. C'est d'autant plus terrible que là, il n'y a pas que le dopage, il y a aussi le oui, fait que oui, Duopa s'est catapulté à complètement. un jour du combat pour faire avec tout le respect, j'adore Duopas, hein, mais pour Ouais. vraiment faire le faire-valoir de Povetkin, quoi. Et ça, c'est ce que je te dis, hein, c'est la boxe quand ils veulent construire des gens, Ouais. monter des figures, ils en ont rien à foutre de risquer l'intégrité physique des individus. Et ça, moi je te dis, il y aura toujours ça. Ça changera pas tant qu'il y a de l'argent et tant qu'il y a des intérêts autres que le pur spectacle et on va dire les valeurs sportives, il y aura toujours ça et on peut pas s'en séparer. Oui, non, Hélas. complètement. Ouais, pour que ça change, là, il faudra vraiment qu'il y ait quelque chose qui vienne du grand public, on va dire, parce que, pareil, Canelo Alvarez, quand il a épopé, pris par la VADA, il avait eu 6 mois de suspension. Bon, voilà, hein, on Ouais, va dire que 6 mois de retarder le combat, la revanche contre Triple G, où il s'était fait 35 millions de dollars, ça va, ça ça va. va, ça va. Voilà. Hein. Et en fait, c'est là, bon, juste pour terminer quand même sur une note, on va dire, un peu positive, c'est ce qui, mine de rien, alors je dis pas que c'est parfait, parce qu'on va me tomber dessus à bras raccourcis, et ils auront raison, mais c'est là où ça nous fait apprécier un peu plus l'UFC quand même, Mhm. quelque part. Et je dis bien l'UFC, hein, pas les autres organisations de MMA, parce Complètement. que c'est un peu plus le Far West dans d'autres organisations. Mais le fait d'avoir mis l'USADA, alors évidemment, ils ont eux aussi des intérêts et ils vont être beaucoup plus sympas avec certains combattants. Je ne donnerai pas de nom, mais tout le monde a compris qui je visais. Et ils vont être beaucoup plus sympas avec certains combattants. Et parce qu'il y a des intérêts, parce qu'il faut Mhm. protéger certaines personnes. Mais déjà, avoir mis au point un truc comme l'USADA au sein de l'UFC, c'est Ouais, quelque chose qu'il n'y aura jamais en boxe anglaise, ça c'est clair. complètement. Donc, Mais surtout que tout le monde doit s'y plier, mine de rien. Enfin, on a beau dire ce qu'on veut, les trucs avec John Jones, ça l'a quand même handicapé. Enfin, il a perdu 2 ans, 2 années de sa carrière là-dessus. ouais, Ce qui est quand même assez impressionnant. Et le seul truc où on peut éventuellement dire c'est quand même un peu shady,
bah, c'est quand ils ont déplacé le combat à une semaine de Vegas à Los que Angeles. maintenant, carrément, ou qu'ils ont carrément sorti la carte piège en mode Oui. attaque en disant bah, de toute façon, c'est les résidus de son ancien dopage. Sauf qu'on c'est infoutu, on peut pas prouver ce qui est lié à son ancien dopage et ce qui est lié à un récent dopage. Donc là, pour le coup, c'est un peu le Joker, quoi. À chaque fois qu'il va tester positif, on va dire ouais, mais non, mais en fait, c'est du reste, c'est le reste de ce qu'il y avait avant. Mais bon, au moins, il y a un truc qui est mis en place et il y a des gens qui tombent, et il y a des gens qui sont vraiment punis. Chose qu'en boxe, moi, j'ai rarement vu. Hein. À chaque fois, la suspension, elle passe un peu comme ça, tranquille. Donc voilà. Ouais, puis surtout que l'avantage de l'USADA, moi, ce que j'apprécie aussi, et que en boxe, je comprends pas non plus pourquoi ils font pas quelque chose comme ça, tu vois, qui serait aussi simple à mettre en place, c'est que tu vois, VADA, je trouve ça très bien, mais c'est dans le cadre du combat. Je veux dire, tu vois, si t'es à 2 mois du combat, t'as rien fait, tu fais ton cycle tranquille, personne vient t'emmerder. Alors que l'USADA, t'es 365 jours par an, obligé de dire où tu es, et un mec peut venir à tout moment chez toi, même si t'es en famille, machin, pour te tester. Alors que VADA, c'est ça, mais dans le mois du training camp. C'est ça. Ce qui est quand même aussi, là encore, beaucoup plus simple à comprendre. Ouais. Mais là, t'imagines déjà parce que tous les. Oui, le roster. On n'est pas dans. Ouais, en plus, on n'est pas dans une. On n'est pas dans une organisation unique. C'est pas l'avantage de l'UFC, c'est que quand tu signes un contrat avec l'UFC, bah tu te plies. Tu autorises les gens à venir faire des tests chez toi. Le truc, c'est que maintenant, la boxe, c'est un peu plus le Far West. Il y a chacun a ses combattants, c'est des deals, on va dire, bilatéraux entre promoteurs. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus compliqué. On peut pas mettre en place un mécanisme comme l'USADA pour tout le monde de la boxe. C'est aberrant. Il y a trop de combattants et enfin bon, bref, c'est pas possible. La seule organisation qui a un accord, c'est VADA WBC. C'est eux, là, ils sont en accord. Effectivement, et la VADA, au moins, l'avantage, comme tu dis, c'est plus facile à mettre en place parce que c'est les mois qui priment. Bon. C'est pas mal, c'est pas mal. Ce serait mieux, mais bon, c'est comme ça. Hein, et maintenant, on va parler du plus grand combat de kickboxing of all time qui arrive bientôt. C'est comme ça qu'il est, promu par l'organisation du Glory, donc l'organisation numéro 1 de kickboxing, Badr Hari versus Rico Verhoeven, tout. Donc après le premier qui était extrêmement attendu, on va pas se cacher, mais qui s'était terminé un petit peu en autre boudin avec Hari qui avait prétexté une blessure au bras. Je vais vous envoyer les photos, vous inquiétez pas. Bon, finalement, on a tous oublié, voilà. Hein. C'était terminé par défaite par TKO, donc sur blessure, c'était quoi? Troisième round? Deuxième round. Deuxième round. Et donc là, ils reviennent tous les deux. Donc ça va être à la fin de l'année. Il y a une énorme attente là-dessus, mais vraiment, c'est hardcore. Genre, ils ont fait cracher le site du Glory pour les préventes. Enfin, non, c'est vraiment violent. Donc voilà, on peut voir que Badr Hari reste une superstar. Et là, c'est pas la dernière chance contre Rico, mais quand même, Rico qui lui aussi est dans le dernier combat de son contrat avec le Glory, qui est là aujourd'hui vraiment le plus grand champion du Glory avec Cédric Doumbé, mais depuis beaucoup plus longtemps, face à Badr Hari qui on va dire, qui est en course avec son passé, quoi. Ouais. C'est quand même une légende, hein, Badr Hari, parce que quand tu vois justement l'attraction, parce que c'est pas Rico Verhoeven qui attire tout ça, hein, on va être honnête, hein, c'est Badr Hari qui crée cet engouement. Et c'est vrai que c'est fou de se dire que le mec a commencé à combattre, on va dire, à un niveau très très élevé au K1, je sais pas, c'était en 2005-2006, c'est impressionnant, ça fait longtemps qu'il est, on va dire, considéré comme un des meilleurs, si ce n'est le meilleur par nombreuses personnes, et ce, malgré, on va dire, les scandales qui émaillent sa longue carrière, ses intermittences où il n'a pas combattu parce qu'il y a eu des moments où il a voulu faire de la boxe anglaise, mais finalement il n'a pas fait de boxe anglaise. Il a une carrière qui est vraiment très aléatoire en fait, Badr Hari, mais il y a une chose qui n'est pas aléatoire, c'est qu'il est toujours dans les meilleurs. C'est que malgré tout, moi ça me fascine, hein, les gens comme ça, c'est qui ont normalement, en vrai, quand tu as une vie comme ça, qui n'est pas régulière, pas disciplinée, où tu as des crises et des moments où tu peux pas t'entraîner, ça se ressent normalement, logiquement, sur tes performances. Badr Hari, il y a rarement des moments où on se dit il n'est pas bon, quoi. Il est toujours bon, en fait. Il est toujours impressionnant. Et donc, c'est vrai que moi, ça m'excite à fond ce combat. J'ai envie de voir ce combat parce que en poids lourd, en kickboxing, aujourd'hui, c'est fini. Oui. Ouais, voilà, c'est fini l'époque, on va dire, où tu avais 4 ou 5 mecs qui étaient vraiment au top et on attendait impatiemment les combats. Là, il y a Rico Verhoeven qui domine. Et c'est vrai que il y a Badr Hari qui arrive et on a envie de voir parce que le premier combat, mine de rien, c'était tendu jusqu'au deuxième round. Je trouve que Badr Hari gagnait le premier round. Ouais, exactement.
tapait très fort, il bougeait bien, excellente anglaise, et puis surtout il conne, quoi. C'est un truc, c'est assez impressionnant. Il a du pouvoir de KO. Et au deuxième round, Rico commençait à installer un peu son jeu. Et, après, c'était une constante, mine de rien, chez Verhoeven, le côté de, tu sais, un peu diesel, on va dire. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, Rico Verhoeven, il n'a pas beaucoup de pouvoir de KO au niveau des mains. Exactement. Il a de très bons jambes, il a des très bons kicks, mais surtout, il étouffe ses adversaires. Il a une forme physique impressionnante. Et il va te. Le meilleur exemple, et j'invite les gens à regarder ce combat, parce que ce combat, il est oufissime. C'est son combat contre Jamal Ben Sadik. Complètement. Où il manque de se faire mettre KO au premier round, et Jamal, il cogne super dur. Et il est bon, hein, Jamal Ben Sadik, il est immense, je sais pas, il doit faire 2 mètres et tout. C'est un titan, le gars. Mais petit à petit, Rico Verhoeven, il commence à saper ses défenses et à le prendre de vitesse. Et à la fin, il le met KO, je crois que c'est au dernier round. Mais un KO et il accélère. Et tu vois le truc et tu te dis, oh là là, comment est-ce qu'il arrive encore à en avoir sous la pédale au 5e round. Et donc, c'est vrai que c'est pareil, c'est la même dynamique qui est intéressante avec Badrari et Rico Verhoeven. C'est que Badrari peut virtuellement te mettre KO sur n'importe quelle technique. Sur un jab, sur un contre du bras arrière, sur un uppercut, il a vraiment, même sur des techniques de jambes, il est capable de mettre KO. Hein, mais il est plus en explosion. C'est-à-dire, il va prendre un peu son temps, et puis il va exploser, il va te contrer, mais il va pas faire un travail de fond et de volume comme Rico Verhoeven, qui lui va marcher sur toi constamment. Il va t'épuiser, en fait. Et moi, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Hein. Ça c'est clair. Hein. C'est impressionnant. Hein. Moi, je suis tout excité, là, hein, pour le coup. Un petit... alors, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que notre cher Badrari a changé de camp, a l'air plus en forme que jamais, selon les photos Instagram qu'il a postées, parce que là, il revient donc de suspension, je crois que c'était 9 mois. Attends. 9 mois? Non, même plus. Enfin bref, il revient d'une suspension pour dopage, parce qu'il avait popé lors de son dernier combat, son adversaire aussi, où il s'était imposé par décision. SD Gerges. Voilà, exactement. Donc les deux avaient popé, et là, donc, il revient. Il a l'air très, très, très affûté, le cher Badrari. J'espère, c'est un peu... Enfin, j'aime beaucoup Rico Verhoeven, mais j'espère qu'il s'imposera pour avoir une trilogie, et puis, enfin, parce qu'il a reprolongé aussi au Glory. Enfin, tu sais, que la hype ne s'arrête pas définitivement. Certes, les gens suivront toujours, mais tu auras vraiment ce côté passation de pouvoir s'il venait à perdre une nouvelle fois. Surtout que là, il peut plus refaire le coup de la blessure si le vent tourne au cours du combat. Ouais, non, mais c'est clair que ce serait dommage. Enfin, dommage. Je pense que ce serait terrible pour le Glory si Verhoeven gagnait. Parce que, ils ont un champion invaincu pour le vendre comme tel, mais le truc, c'est que Verhoeven, on sait qu'il n'intéresse pas beaucoup de gens. Ouais. C'est dommage, hein, parce que moi, je trouve que c'est un gars qui est impressionnant au niveau... belle gueule, même... et puis hyper talentueux aussi. Il est hyper talentueux, et c'est super, il a une condition physique de malade, et c'est très intéressant de le voir boxer. Mais on va pas se cacher, hein, on va pas se mentir, c'est Badrari qui remue les foules. Et c'est vrai que la perspective d'une trilogie, mais à mon avis, le Glory, il rêve que de ça, parce que le 3e match... si le 2e match amène énormément de gens, le 3e match sera encore pire. Quoi. Là, c'est un cataclysme, en fait. Et ça relance le Glory, parce que le Glory, ils ont un peu du mal, je trouve, à trouver des figures de proue, des matchs qui intéressent beaucoup de gens. Je suis d'accord, c'est la première organisation de kickboxing, et c'est probablement ceux qui ont le meilleur degré de compétition, on va dire, dans à peu près toutes les catégories, mais ils ont un peu de difficulté à être sous les projecteurs. Et c'est vrai que... et puis le problème, c'est que les gens veulent le problème, c'est que les gens veulent se barrer. Par exemple, Cédric Doumbé, qui est en pleine transition vers le MMA, Ousmane qui est parti au Bellator. Enfin, ça envoie pas, on va dire, des bons indicateurs pour les fans. Non, c'est clair. Et c'est vrai que Rico Verhoeven, comme tu l'as dit, c'est son dernier combat au Glory. Et s'il gagne contre Badrari, moi, je vois pas ce qu'il a d'autre à prouver. Au Glory, là, à mon avis, c'est terminé. Il n'y a plus personne pour lui qui a vraiment de... surtout qu'il l'avait déjà peut-être j'oublie quelqu'un, mais... Non, là, parce qu'ils avaient déjà fait, l'espèce de tournoi pour qu'il y ait un petit peu d'intérêt. Mais c'est pareil aussi quand ils avaient fait le combat contre Antonio Silva, où Bigfoot était venu prendre son KO. C'était là aussi, quelque part, un moyen de faire en sorte que les gens s'intéressent. Ils avaient fait ça en Chine, d'ailleurs, à Rico Verhoeven, parce qu'il n'y avait plus personne. Ils se sont dit, on va faire un espèce de combat. L'élite, entre guillemets, du MMA contre l'élite du kickboxing. Et là, avec Badrari, c'est un peu la fin de ce cycle-là, parce que je vois mal dans les mecs... Enfin, il faudra un combat contre Alistair Overeem, tu vois, mais qui est toujours signé par l'UFC, donc très compliqué à mettre en place.
Bon, après, peut-être après, parce que moi, je cache pas que le kickboxing, je le suis un petit peu moins, surtout dans les catégories lourdes, et au-delà de middleweight, ça m'intéresse un petit peu moins. Et donc, peut-être qu'on oublie un nom d'un gars qui est en train de monter, je sais pas. Mais là, en plus de ça, ça fait déjà, c'est un peu comme Dimitri Johnson, il a déjà combattu plusieurs Oui, fois les mêmes personnes, complètement. il a gagné plusieurs fois, donc Ouais. là, il arrive vraiment en bout de course. Et c'est vrai que je pense qu'ils attendent beaucoup de ce combat pour relancer en fait l'intérêt et la dynamique. Ouais. De son côté, moi je trouve que Badrari, c'est un plaisir de le voir combattre à chaque fois. Il y a des choses qui fait que peu de gens font en kickboxing. Par exemple, il aime bien commencer ses combinaisons par un bras arrière au niveau du corps en se baissant. Alors les gens le font pas trop en kickboxing parce que effectivement tu te baisses, donc tu t'exposes à des contres en genoux ou en kick. Mais en fait, il va se baisser son niveau pour frapper au niveau du corps. Il va remonter en uppercut et il engage vraiment toute la hanche et toute la puissance, donc il peut vraiment frapper très très fort. Et il a cette explosivité qui fait que bah, à chaque fois qu'il frappe, tu as l'impression de voir tomber la foudre, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, ça me fait plaisir de le voir combattre encore une fois. Je sais pas combien de temps Badrari va pouvoir continuer de combattre, parce que ça fait quand même super longtemps qu'il combat, et surtout, bah, comme je le disais, il se passe pas 6 mois avant qu'il y ait un truc qui arrive à... Badrari, c'est un peu le John Jones du kickboxing, hein. Il y a pas 6 mois avant qu'il y ait un scandale ou Complètement. sa conduite extérieure qui vienne rajouter quelque chose. C'est quelqu'un qui est vraiment proprement fascinant, parce que je pense qu'il est très, on va dire, premier degré, quoi. C'est-à-dire, il a ses émotions, et il se moque éperdument, on va dire, des conventions sociales et de comment est-ce qu'il faudrait les exprimer. Et ça, depuis toujours. Depuis, je crois, c'est 2005, je crois que c'était son premier combat au kickboxing, enfin au K1 en tout cas, où il avait déclenché une bagarre contre Peter Graham et tout. Donc ça Oui, n'a pas changé, quoi. C'est quelqu'un qui est resté très honnête et très fidèle à lui-même, j'ai envie de dire. complètement. Et c'est l'opposé total d'un gars comme Verhoeven. Verhoeven, c'est le gentil garçon, quoi. Ouais, c'est le bon C'est élève le de bon l'école élève. hollandaise, voilà. C'est vrai qu'il y a pas une seule histoire, pas une seule phrase que ça pourrait. Un coup, si, apparemment, il aurait piqué le crayon d'un de ses camarades de classe Ouais, en ouais, c'est vrai, sixième. c'est vrai. J'avais C'est oublié ça. quand même- Il aurait grugé la monnaie quand il est allé acheter des Voilà, Mr Freeze au Spar. exactement. Truc comme ça. Exactement. Non, mais donc voilà, opposition de style entre les deux, le deux top de la catégorie. Là, maintenant, on attend la suite de la carte parce que c'est vrai que tout porte à croire que bah, l'organisation va charger tout ça. Ouais. Voilà. Donc ça arrive 14 décembre, soit 2 semaines après le combat qui nous intéresse énormément, Boubacaris, qui sera vraisemblablement le 30 novembre 2019. Voilà, mon cher Polydomson, on devait répondre aux questions, mais là, au regard de la connexion qui est, on va dire, un petit peu capricieuse, on fera ça la semaine prochaine, sachant que la semaine prochaine, il y aura une bonne connexion de part et d'autre de l'échiquier politique. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on parlera aussi du combat Colby-Covington contre Robbie Lawler. Ouais. Lourd, lourd. Lourd, hein? Allez. Voilà, mon cher. Allez, à la semaine prochaine. Soit.